Mesdames et messieurs, ah oui, merci de toujours rester fidèles au programme de ETL. Chaque dimanche, vous le savez bien que le plateau qui vient juste après l'hebdo, c'est bien évidemment le duel. Eh oui, vous l'avez suivi. Et voici maintenant le moment justement de votre espace de confrontation d'idées, d'analyse politique et de décryptage citoyen. Ce jour, de grands sujets au cœur de l'actualité au Bénin s'invitent sur notre plateau. Oui, de front, sensible où se croisent stratégie politique, réalité sociale et aspiration citoyenne. D'un côté, mesdames et messieurs, le retour d'une vieille promesse, l'amnistie politique rejetée en 2024, la proposition revient sur la table. Mais faut-il vraiment la dépoussiérer? L'interrogation, justement, la question se pose, est-ce une relance sincère ou simplement un argument électoral? De l'autre, nous allons parler de la cherté de la vie au Bénin entre inflation mondiale, responsabilité partagée, seuil de pauvreté redéfini à l'échelle internationale, où situer la part de réalité et celle des accusations parfois jugées excessives. On en parlera en studio ce dimanche 15 juin 2025 avec nos invités déjà présents ici, Ruben Abaragan. Ruben Abaragan, il est du Parti des Forces Cori pour un Bénin émergent FCB en abrégé. Ruben Abaragan, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu, bonjour chers téléspectateurs de ETL. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi. Alors, mesdames et messieurs, en face de Ruben, c'est bien sûr Isaac Habib Adjaï du Parti Bloc républicain. Il est de la mouvance présidentielle. Isaac Habib Adjaï, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour téléspectateurs, bonjour Ruben. Nous allons parler encore, décortiquer un peu ce qui fait l'actualité au Bénin aujourd'hui. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi. Deux sujets, deux visions, mesdames et messieurs, deux camps. Un duel, nous y sommes. Le premier sujet, mesdames et messieurs, que nous allons donc aborder sur ce plateau, justement, en rapport à l'amnistie politique en République du Bénin. En séance, justement, plénière le 11 juin dernier, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenoua Tchadé, a solennellement appelé ses collègues, justement, à dépoussiérer, c'est l'expression utilisée, le test, afin de le retravailler et de l'adopter au nom de l'apaisement national. La première question, nous allons aborder ici sur ce plateau. À vous, Isaac Habib Adjaï, cette actualité, vous l'avez suivie. En un premier temps, on aimerait justement prendre de vous votre avis sur cette question qui revient à nouveau. Oui, merci pour l'opportunité, Mathieu. Écoutez, l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle de vouloir, particulièrement l'opposition, les LD sont dans leur rôle. Qu'ils vous souviennent que cela a été pour eux une promesse électorale. Ils ont été élus sur la base du fait que si nous autres, les démocrates, nous allons au Parlement, nous allons libérer les soi-disant prisonniers politiques, encore qu'il n'y en a pas du tout au Bénin, Rekat Madougou, Joël Aïvor, l'état de droit que quand même prônent nos amis de l'opposition tous les jours que Dieu fait. L'état de droit ne peut pas être sans le respect des décisions judiciaires. Ce n'est pas les députés de la mouvance qui ont mis les gens en prison et ou qui leur reprochent quelque chose. C'est la République. Ils ont un problème avec la République. Ils se sont retrouvés dans les liens de la justice avec l'État, avec la République et non le gouvernement. Vous voyez un peu ce que je dis. Alors, ils sont dans leur rôle de vouloir quand même travailler pour honorer leurs engagements qu'ils ont pris là-bas sur du faux. Du faux. Parce que on ne peut pas vouloir de l'amnistie pour faire du marchandage politique. Dire nous irons au Parlement proposer une loi d'amnistie pour les sortir de là, pendant que ceux qui sont retenus dans les liens de la justice ont un problème particulier avec la justice. Or, nous travaillons tous les jours, quand je dis nous, le gouvernement et l'ensemble des Béninois travaillent tous les jours pour l'état de droit et la justice équitable et pour tous. Et encore voyez-vous que c'est une fausse promesse. Et c'est une fausse promesse dans la mesure où... Est-ce que ça ne relève pas cela justement ressemble, c'est comme s'ils ont été mis là par les députés de la mouvance et eux, ils iront là pour dire, et voilà, maintenant nous sommes là.
en tant que député de l'opposition LD, nous avons pris l'engagement, voilà une loi d'amnistie, il faut pouvoir les sortir de là. Vous avez parlé des promesses pendant les campagnes électorales. Nul n'a le désir d'aller aux élections pour ne pas occuper. Ces campagnes se faisaient au moment où l'intention, toutes les intentions, c'était bon, de prendre la tête, de gagner les élections largement et de diriger l'Assemblée nationale en ce moment. Isaac. Pour vous répondre, je dirais simplement que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Donc, monsieur Nourenou Achadje est dans son rôle. C'est un challenge pour eux. Imaginez qu'ils sortent, c'est déjà la fin, hein, avec ses amis du Parlement, sans avoir tenu parole, ils vont dire quoi? Bon, ils vont commencer par faire notre maquillage. Pas dire que c'est les autres qui n'ont pas voulu. Or, tout le temps, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour accompagner les autres pendant que les autres de leur position avaient besoin d'eux? Voilà un groupe parlementaire, je veux parler de l'opposition, des LD, qui de tout le temps, de toute la mandature, je ne sais pas s'ils ont réussi à voter pleinement, correctement une seule loi. Bon, sauf erreur de ma part. Ou tout, en commission, ils sont présents. En plénière, ils font des amendements. Ils font le débat. Même si parfois tout le temps, tout n'a pas été pris en compte, on prend une partie de leurs amendements en compte. Et au moment du vote, ils ne boycottent pas, ils restent dans la salle et ils font comme ça. Ils croisent les bras. Mais ils sont comptables. Ils ont voté. Moi, je dis que c'est une façon de voter. Ils n'ont pas mis la carte rouge. Non, ils n'ont rien mis. Ils sont là, ils ont voté. Ils n'ont pas mis la carte rouge. Non, maintenant, oui, au moment du bilan du président de l'Assemblée nationale, nationale, le bilan auquel ils ont été comptables, pardon, le rapport d'activité, la bonne expression, ils ont été comptables. Ils ont placé les leurs dans les institutions de la République, dans les commissions. Ils émargent leur PDM régulièrement. Et pour voter, ils font comme ça, on croise les bras, on ne vote pas, on dit soi-disant on a voté non. Mais c'est une fuite de responsabilité, messieurs. Soyez responsables et assumez votre mandature. Ruben Abaragan, est-ce que l'opposition a réellement tiré leçon de l'échec de 2024 ou bien on assiste peut-être à une simple répétition stratégique selon vous? Je crois que par rapport à cette question, ce n'est pas une première que dans notre pays que les parlementaires béninois décident pour des raisons sociales et de cohésion nationale d'aller au vote d'une loi d'amnistie. Et bien sûr, tout ceci après un large consensus. Souvenez-vous, en 2019, lorsqu'il y a eu de l'instabilité au lendemain des élections législatives exclusives, il y a eu un dialogue politique. Et à la suite de ce dialogue politique, il y a eu des résolutions, dont le vote de la loi sur l'amnistie. Et cette loi a été votée en 2019 et bien sûr, il faut le rappeler, il y avait les partis politiques FCBE, Union Progressiste, Bloc Républicain qui ont participé activement à ce dialogue, qui ont débouché à la libération de ceux-là qui ont été arrêtés pendant cette période électorale de 2019. Et donc, la loi d'amnistie n'est pas une nouveauté au Bénin et la constitution de notre pays, en son article 90, donne le droit aux parlementaires quand même d'introduire des propositions de loi allant dans ce sens. Et donc, c'est de plein droit que les parlementaires du parti Les Démocrates ont eu à introduire en début de mandature, en 2023, si mes souvenirs sont bons, ce projet de loi. Alors, on peut bien questionner la forme, les modalités et la procédure. Est-ce que les intentions en 2023 étaient réellement d'aboutir? Parce que cela faisait partie des promesses de campagne de ce parti politique. Est-ce que, en introduisant ce projet de loi au Parlement et en faisant savoir à l'opinion nationale au détour d'une conférence de presse à son siège, sans pour autant associer les partis politiques majoritaires au niveau
de l'Assemblée, est-ce que cette démarche-là visait réellement à déboucher à la libération de nos frères, de nos sœurs, de nos jeunes étudiants, parce qu'on a l'habitude d'insister sur les têtes de pont, les têtes d'affiche, le ministre Madougou et le professeur Joël Aïvor. Mais il y en a dans le lot plusieurs jeunes étudiants, plusieurs jeunes qui quand même sont dans cette situation depuis le 2021. Et donc on peut se questionner sur la forme. Est-ce que les intentions étaient réellement d'aboutir à la libération de ceux-là qui ont été emprisonnés pendant cette période électorale, où il s'agissait juste de répondre à un agenda politique, de répondre, de constater son électorat, puisque cela faisait partie des promesses phares du Parti Les Démocrates. Donc il fallait contenter les opinions, il fallait satisfaire les opinions, ou cela était la résultante d'une réelle ambition d'aboutir à la libération de ce dernier. On peut analyser, l'analyse que je suis, peut analyser que on peut se poser des questions sur la forme, parce que la logique aurait été, pour un parti politique qui est minoritaire, je rappelle à nos téléspectateurs que le Parlement compte 109 députés, et le parti politique qui est minoritaire, qui a 28 députés, ne peut pas introduire au Parlement une proposition de loi sans consulter les partis politiques qui sont majoritaires, qui forment la majorité présidentielle. Et donc, nous, et ça c'est à ce qui me concerne, la logique aurait été, à défaut d'un dialogue politique, d'aller consulter les états-majors, c'est-à-dire que les bureaux politiques des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain, pour quand même déjà mettre sur la table le renouveau, bien sûr, et le Bloc républicain pour mettre sur la table cette proposition des concessions, des débats entre eux, peut-être à la suite d'un séminaire ou des consultations cas par cas, avant d'abord de d'écrire la proposition. Et avant que l'annonce ne soit faite au niveau de la presse, il devait déjà avoir des gages, des garanties des partis politiques qui sont majoritaires avant de faire cette annonce. Ça n'a pas été le cas en 2023. Alors, aujourd'hui, est-ce que le parti politique, les démocrates, a changé de stratégie? Parce que n'oublions pas, le Parlement est un haut-lieu de la politique. Bien sûr. Et lorsque vous introduisez une loi, c'est peut-être pour avoir des résultats politiques. Est-ce qu'en 2023, il était dans l'intérêt des partis politiques Union progressiste et Bloc républicain de voter sans qu'on ne les ait consultés une telle proposition, parce que le mérite aurait revenu au parti Les Démocrates. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu quand même un remue-ménage au niveau, parce que quand vous prenez les membres du parti Les Démocrates qui sont au Parlement, quand même sont des vieux routiers. Il y en a parmi eux des gens qui ont déjà quand même plus d'une quinzaine d'expériences parlementaires. Donc ce sont des gens qui maîtrisent les rouages du Parlement. Et donc avant qu'une proposition n'atterrisse au niveau du bureau du président de l'Assemblée nationale, il devait déjà avoir des débats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu ce débat? Moi, je suppose que normalement, pour une telle proposition, ça devait être soit les trois partis politiques qui sont au Parlement qui décident d'introduire cette proposition, ou le parti Les Démocrates concède aux partis qui sont majoritaires quand même la possibilité à eux, après des négociations bien sûr, d'introduire cette loi, parce que eux, ils veulent la libération de ceux qui sont en prison. Et moi, je pense qu'il a marqué peut-être à un niveau de diplomatie parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, cette diplomatie parlementaire a été mise en place, ou il s'agit juste, nous sommes à la veille des élections de contenter les opinions? Je crois qu'ils sont les plus habilités à répondre à cette question. À cette interrogation. Oui, voulez-vous ajouter quelque chose? Moi, je vais dire à mon ami, nous sommes en période d'examen, par exemple. Déjà, actuellement, nous sommes en période d'examen. Oui, les examens d'année, bien sûr. Les examens, il y a bac le lundi prochain. Oui, demain. Les candidats doivent normalement avoir déjà préparé correctement les examens. Ils vont compétir à partir de lundi prochain. Et imaginez que ceux qui ne vont pas réussir à passer le filtre des admis sortent dans la rue pour dire « nous sommes exclus ». C'est une métaphore, c'est juste pour lui dire qu'il n'y a jamais eu élection exclusive. Donc il faut corriger votre langage là-bas.
Ça, c'est pour rectifier. Nous sommes à la télé, il faut dire aux gens ce qui s'est passé. Quand vous dites, organisez-vous, voilà, fournissez les pièces A, B, C, X, Y, Z, T, vous venez, vous passez tout votre temps sur les toits à dire des choses, au lieu d'aller travailler et de vous armer et présenter de bons dossiers propres, vous venez à la télé pour dire que des élections ont été exclusives. Non, je suis en train de lui répondre, c'est bien de faire... Non, nous n'allons pas sortir du cadre de la thématique qui est en cours, oui, justement. Oui, maintenant, je suis d'accord avec vous, oui, pour lui dire qu'après que... vous m'avez... oui, la question était... La question était, face à cette proposition de l'opposition, que peut la majorité présidentielle? Oui, le troisième point que je voudrais lui dire avant de vous dire ce que la majorité peut, c'est qu'il n'y aura pas de dialogue. Ne rêvez pas, nous ne sommes pas en crise. Le président de la République peut décider demain pour des raisons qui lui seront personnelles, puisque c'est lui qui dirige, c'est lui qui peut choisir l'opportunité de le faire. Mais aujourd'hui, pour ma petite expérience de la chose et pour ma lecture de l'actualité politique, en tant qu'analyste politique, aujourd'hui, je pense quand même que on ne sommes pas en crise. Pour qu'on aille discuter de quoi? Si, aujourd'hui, on me parlera des îlets politiques, alors qu'il n'y a que des évadés politiques. Il n'y a que des évadés politiques, des hommes politiques qui ont gouverné et qui, à un moment donné, on a demandé de rendre compte à la justice et qui ont fui. Maintenant, ceux d'autres, on parle dans ce projet, je reviens, oui, dans ce projet d'amnistie. Il en a parlé tout à l'heure, au cas par cas. Mais si nous prenons l'état de droit pour tous, encore que le Parti des démocrates ne peut pas sortir, faire une sortie, la première phrase dont il parle, c'est l'état de droit. L'état de droit, d'abord, commence par le respect de la justice, des décisions de la justice. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut quand même que nous respections la justice que nous avons aujourd'hui. Donc, les gens ne peuvent pas faire de la marchandage politique avec l'amnistie à l'Assemblée nationale. Soit disant qu'on peut faire des crimes, commettre des crimes, et dire, nous irons au Parlement après pour concocter un texte et absoudre les gens de ce qu'ils ont fait et condamner par la justice. Non, l'homme politique, la justice doit être la même et pour les mouvanciers et pour l'opposition, pour tout le monde. Nous devons nous sentir à l'aise et dans la République, il faudrait qu'en posant des actes, l'homme politique doit se dire, le citoyen à la maison me regarde et il doit se dire, et moi qui ne suis pas politique, quel est le sort que ceux-là sont en train de me réserver? Maintenant, pour répondre à la question, vous demandez quelle serait la majorité. Quelle serait la majorité? Nous, nous sommes demandeurs de rien. La majorité fait déjà beaucoup. Par rapport à ce cas, la majorité fait déjà beaucoup, même avant eux. On n'a pas besoin d'étaler tout ce qui est en train d'être fait. Eux, ils pensent qu'ils sont plus béninois que les autres. Nous aimons tous Joël Aïvor. Nous aimons tous Rekiat Madougou. Nous aimons tous nos frères qui sont tombés sous le coup de la loi. Mais à un moment donné, quand il faut répondre de ces actes, c'est dommage, je ne voudrais pas faire de la leçon, je ne voudrais pas donner de la leçon à qui que ce soit sur ce plateau. Mais il faudrait que chacun réponde des actes qu'il aura à accomplir. Vous imaginez quand même, au début, maintenant c'est bien, pendant que ceux-là étaient dans les liens de la justice au début, ils étaient là-bas, ils écrivaient, et puis ils insultaient tous les jours le président de la République. Moi j'ai dit, mais ils ne sont pas très bien conseillés. À un moment donné, ça a cessé, jusqu'aujourd'hui. Dieu merci. Le président de la République, la justice a fait son travail. Maintenant, si on doit aller solliciter son pouvoir, comment on le dit, son pouvoir... Non. Voulez-vous parler justement étant le chef de la magistrature suprême, politique, les prérogatives d'offre. Il faudrait quand même une démarche. Là, la démarche, il en a parlé tout à l'heure. Il faut un cadre, il faut constituer un cadre d'échange avec la mouvance. Mais la mouvance, elle-même, au sein d'elle, est en train de faire beaucoup. Peut-être que les gens n'ont pas vu, mais nous travaillons certainement. Et nous allons continuer de travailler pour que nos frères puissent sortir de là. Maintenant, c'est bien, toujours bien, que la main gauche lave la main droite. S'ils viennent avec tout ce qu'il faut, moi, j'appellerai les députés de la mouvance à prendre leurs responsabilités. Sinon, je vais oublier. Voilà des gens qui sont restés tout le temps là à vous peindre en noir. Mais
vous êtes responsable hein, face à l'histoire. Parce que derrière ce projet, je ne sais pas ce qui est là. Moi, je voudrais bien que vous votiez. Mais si moi, j'étais député à l'Assemblée, je n'allais pas voter. On va voter après 2026. Ah bon. Si moi, j'étais dans ce Parlement-là, Oui. je vais voter après 2026. Après 2026. Mais moi, je vous invite à voter. Je vous mets face à vos responsabilités et faites l'analyse qu'il faut et prenez vos responsabilités. Ruben Abaragan, vous avez suivi votre vis-à-vis sur cette interrogation hein, qui fait d'ailleurs le centre de nos échanges sur ce premier sujet aujourd'hui. Que peut véritablement la majorité hein, face à cette proposition de l'opposition? Je crois que déjà, moi, je fais partie d'un parti politique qui prône la paix. La paix, oui. La paix. On rappelle que vous êtes du parti Force Correspondante. Parce qu'on aura beau tout dire, on aura beau utiliser les termes opposition, mouvance, ce qui nous unit, c'est le Bénin. Et nous devons tous nous inscrire dans une dynamique de paix. Et lorsque l'opportunité se présente, où il faut prendre des démarches, des décisions, allant dans le sens de la cohésion nationale, nous sommes preneurs. Et donc, même si aujourd'hui, nous constatons que cette loi n'a pas été votée en 2023 pour des raisons que j'ai entre-temps énoncées. Nous sommes à la fin du mandat du président de la République. Il revient aux partis politiques qui sont majoritaires de regarder l'intérêt supérieur de la nation, de regarder ce que nous avons à gagner en trouvant une solution politique. Parce que nous ne nous l'aurons pas. La justice a déjà vidé les dossiers. Et lorsque la justice termine son travail, il ne reste que les politiques. Et donc, nous appelons de tous nos voeux à une solution politique. Et donc, si la majorité pense qu'il ne veut pas concéder à l'opposition les lauriers, c'est-à-dire les résultats politiques d'un vote de loi d'amnistie, les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain peuvent à eux de introduire au niveau du Parlement une proposition de loi d'amnistie, peut-être cas par cas, pour permettre à nos jeunes frères qui sont en prison, à nos jeunes étudiants qui sont depuis quelques années en prison parce qu'ils auraient été peut-être séduits par des discours des responsables politiques et ont eu des comportements déviants, de pouvoir retrouver leur liberté et de reprendre le cours de leur vie, même si ce n'est pas facile de faire des années en prison et de retrouver quand même la vie sociale. Donc nous nous appelons de tous nos voeux les responsables politiques, Union progressiste et Bloc républicain, à soit épouser cette démarche de vote d'une loi d'amnistie ou à introduire eux-mêmes une proposition de loi au Parlement parce qu'ils sont majoritaires pour montrer au peuple béninois qu'au-delà des clivages politiques, qu'au-delà des postures, qu'au-delà du vote systématique de rejet des programmes, des rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale, des propositions de loi, que eux, ils sont dans une posture républicaine en introduisant au niveau du Parlement une proposition de loi qui va permettre à ceux-là qui ont été arrêtés dans courant 2021 de retrouver leur liberté. Ça ne sera que bien pour eux-mêmes et pour la République. Et ça participera davantage à la cohésion nationale, à l'unité nationale que nous appelons de tous nos voeux. Moi, je pense que dans ce dossier-là, c'est une grâce présidentielle. Non, il faut aller voir, il faut constituer un cadre de travail et travailler directement vers le président de la République. Parce qu'une loi, ce n'est pas évident que ça passe dans ces conditions. Pour avoir vu ce que nos amis de l'opposition font et en feront un instrument de marchandage. Donc, le président de la République quand même peut prendre un décret quand même et gracier quand même tout cela immédiatement et puis c'est bon. Et puis je me permets. Moi, je ne veux pas rentrer. Je me permets, vous savez, l'Union progressiste et le Bloc républicain, à eux deux, c'est 81 députés. Si l'Union progressiste et le Bloc républicain décident d'introduire une proposition de loi d'amnistie, peut-être, je ne sais pas, cas par cas, ou dans un délai, je crois que cette loi sera votée, puisqu'ils sont majoritaires au niveau du Parlement. Vous êtes dans un délai, alors que le président de la République peut prendre immédiatement un décret pour pouvoir quand même gracier. Donc cette possibilité existe. Pourquoi vous pensez plus à l'amnistie et à la grâce? Oui, allez-y, vous continuez de développer vos idées tout à l'heure. Moi, je disais que le président de la République
est le seul qu'il faut aller voir dans ce dossier. La résolution de cette crise n'est pas au Parlement. C'est vrai. Selon vous? Selon moi. Non, c'est une proposition que je fais. Oui, Il n'y a pas de selon moi. Je n'en disconviens. Le Parlement aussi, c'est possible. Mais le président de la République, parce qu'il est quand même le chef de la majorité présidentielle. Oui. Pour que ça passe au Parlement, il faut quand même son accord. Alors, ce monsieur, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Vous l'avez persécuté pratiquement tous les jours dans les médias. Et vous voulez maintenant avoir quelque chose de lui. Ça ne se passe pas comme ça, nous sommes en politique. Qu'est-ce que toi tu me donnes pour vouloir que moi je t'apporte un truc? Mais tout le monde sait, ils savent comment ça fonctionne. Ce ne sont pas des apprentis politiques quand même qui sont au Parlement. Je veux parler des LD. Oui. Ils connaissent bien le paysage politique. Donc, bien sûr, oui, il faut travailler. Le président Yaïssé, il doit rentrer en discussion. Ou bien trouver des médiateurs. Discuter avec eux et les envoyer vers le président de la République. Il y a quand même des sages dans le pays. Solliciter la clémence du président de la République. Parce que ce n'est pas lui qui les a mis là. C'est la justice. Maintenant, s'ils veulent qu'on les sorte de là, pendant que eux, nous, à la mouvance, on travaille déjà, qu'ils viennent en renfort pour nous, pourquoi pas? Pour qu'on puisse pouvoir les gracier. Ça, c'est de la grâce présidentielle que vous parlez, alors que votre vis-à-vis parle d'une proposition de loi. Ils sont libres ou bien ils ne sont pas libres. Ils sont libres ou bien ils ne sont pas libres. Ils parlent de la paix. Que veut le peuple? Il est libre, il est chez lui, avec sa famille, il va, il vient, oui, alors, grâce et amnistie. Ah, l'amnistie, ça va faire du débat, peut-être ça risque de ne pas être voté, et puis, c'est envoyé peut-être à quand? À la prochaine session. Mais la grâce, si la médiation travaille très bien, le président de la République peut dire, OK, il n'y a pas de problème, ce sont les Béninois, je leur accorde la grâce. Et puis voilà, ils vont se retrouver chez eux. Voilà. De par les propositions, Ruben propose à ce que, peut-être au niveau de la majorité présidentielle, il y a une loi, en tout cas, qui peut être introduite par la majorité. Vous proposez justement la grâce présidentielle, tous la mise ensemble. Est-ce que nous pouvons, en tout cas, tenter de dire que c'est un véritable levier vers la réconciliation? On n'est pas en crise. On croit certains propos, justement, certaines sorties de l'opposition, bien évidemment. Il faut qu'on leur explique. Nous, vous savez, l'opposition fait du surenchère en toutes choses pour pouvoir se donner de la place. Parce que les actions du gouvernement ont tellement occupé, il faut qu'ils fassent de surenchère pour pouvoir se frayer un peu de place. Donc, vous voyez, on n'est pas en crise. Et que nous devons quand même travailler à ce que chacun réponde de ses actes dans la justice, dans la République. Le Bénin est à nous tous. Et nous allons tous passer. Le Bénin restera. Oui. Et je crois que c'est le président de la République qui l'a eu à le dire lors du dialogue politique. Je n'ai pas utilisé les mêmes mots que lui. Si nous voulons construire un pays de paix, d'unité, de cohésion pour nous tous, et que le vivre ensemble soit une réalité, encore que le vivre ensemble aujourd'hui, ce n'est que dans la tête des acteurs politiques que le discours est alimenté pour rendre difficile le vivre ensemble. En réalité, on n'a pas de problème de cohésion. C'est nos acteurs politiques qui, dans leur discours, rendent en réalité le vivre ensemble difficile. Sinon, je pense quand même que nous ne sommes pas en crise et que nous devons travailler chacun à notre niveau, en tant que politique, vers nos différentes bases pour que tous nous soyons plus unis pour construire le Bénin. Alors, Ruben, sur ce sujet, vous avez peut-être quelque chose rapidement, nous allons passer à ce sujet, rapidement, sur ce plateau. Non, vous savez, au début, si on était en début de mandature, j'aurais quand même demandé aux parlementaires du Parti des démocrates de faire ce qu'il faut et ce qu'ils savent faire, parce qu'ils savent comment il faut mettre en place une diplomatie parlementaire pour aboutir au vote d'une loi, qu'ils mettent en place des discussions, au moins des canaux entre les partis politiques UPR et Bloc républicain, de discuter largement, point par point ou cas par cas, sur cette question de la loi d'amnistie, et ensemble trouver des points de consensus, même si c'est difficile aujourd'hui, parce que on a constaté depuis 3 ans que d'un côté, nous avons une opposition parlementaire qui s'est inscrit dans une dynamique de rejet systématique de tout, et un bloc de la majorité, de la mouvance, qui vote
les propositions de loi et les rapports d'activité. Et c'est difficile à la fin d'une mandature de trouver des points de consensus. Toujours est-il que le Bénin passe au-dessus des intérêts politiques et autres. Et si nous pensons que ces libérations des étudiants, du professeur Aïvo, du ministre Madougou, contribuera davantage à renforcer le tissu social, l'unité entre toute la classe politique et la population. Je crois qu'il est de bon ton que même si nous sommes en fin de mandature, que du côté de la mouvance, qui puisse quand même saisir cette opportunité, voilà, pour introduire peut-être eux, de l'autre côté, une proposition de loi au niveau du Parlement qui va permettre quand même au vote de cette loi d'amnistie qui, pour nous, ne doit pas être un sujet pour plaire à un électorat, mais doit être quand même un sujet très sérieux à prendre en compte pour permettre quand même à notre peuple d'être un peu plus soudé, parce que nous avons des menaces aujourd'hui à nos frontières. Nous avons besoin de cette cohésion-là pour ensemble travailler main dans la main pour protéger notre pays face à cette nouvelle situation que nous avons. Merci. Merci à vous, Ruben. Fixé à $1 depuis 1990, le seuil international de pauvreté vient d'être élevé à $3 par personne au quotidien. Oui, ce seuil établi par le groupe de la Banque mondiale permet de mesurer la pauvreté au plan mondial afin de suivre les progrès accomplis dans l'éradication de l'extrême pauvreté. Nous allons revenir ici avec ce second sujet, avec nos invités en ce studio, justement, pour parler, de la cherté de la vie dont on parle aujourd'hui. On va se demander en un premier temps à vous, Ruben Badagan, est-ce que ces accusations sont fondées en fonction de ces réalités mondiales incontournables face à un seuil de pauvreté redéfini? Oui, je crois que c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, la vie coûte cher. Il y a une flambée de la plupart des produits de grande consommation. Déjà, le Covid-19 n'a pas facilité les choses. Dès qu'il y a une reprise de l'économie courant 2021-2022, il y a eu les conjonctures, la guerre en Ukraine qui a un peu perturbé les importations de céréales, parce que vous savez, l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est des millions de tonnes de céréales que nous importons. Et donc cette guerre au niveau de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine a aussi ralenti un peu les activités économiques. Et il y a aussi, il ne faut pas occulter la question du changement climatique, parce que le changement climatique a eu des conséquences sur la qualité, la quantité de nos productions agricoles. Et vous voyez, lorsqu'il y a baisse de production agricole et il y a un problème au niveau des importations, tout ceci crée une conjoncture qui a provoqué les simulations et les inflations des produits de grande consommation. Et depuis quelques années, depuis 2021, vous allez voir que le gouvernement béninois s'inscrit dans une dynamique du rehaussement social. Toujours est-il que ce rehaussement social n'est pas totalement perçu au niveau du palier de la ménagère, parce que les mesures qui sont prises n'ont pas encore abouti à soulager la question du pouvoir d'achat qui a totalement baissé. Et donc, il y a les conjonctures externes et il y a aussi la baisse de la production au niveau de nos pays qui, quand même, n'ont fait qu'accroître ce phénomène de l'inflation. Et bien sûr, lorsque le seuil de pauvreté était fixé à $1 ou à $2, $1 et quelques, aujourd'hui, face à la vie qui coûte de plus en plus cher, déjà la Banque mondiale en 2002, si je me trompe, a déjà eu à revoir le seuil. Et après la crise de 2008, la Banque mondiale a revu à peu près à $2 le seuil de pauvreté pour les pays à faible revenu. Et aujourd'hui, en 2025, la banque a fait passer ce taux-là de $1 à $3. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est que la conséquence de la cherté de la vie aujourd'hui. Et les problèmes de l'inflation, je crois que ce n'est pas un problème qui concerne seulement le Bénin, c'est un problème d'ordre mondial. Beaucoup de pays font face au problème d'inflation et plusieurs causes sont à la base de ça. Et quand vous prenez la croissance économique, est-ce que cette croissance-là profite à la grande masse? Vous voyez, donc il y a plusieurs choses ensemble qui font qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté ne fait que s'agrandir. Il y a l'injustice sociale, économique et politique. Et lorsque vous êtes déjà pauvre et que l'État ne vous met pas dans les conditions pour que vos enfants
puissent avoir accès à l'éducation, lorsque vous n'avez pas accès à l'eau, lorsque vous n'avez pas accès à l'électricité, et lorsque vous n'avez pas accès aux soins de santé, vos enfants demeurent pauvres, et ça augmente cette fourchette-là de pauvreté. Et voilà, nous sommes face à un problème qui ne concerne pas seulement notre pays, mais c'est un problème mondial. Et il faudra apporter des réponses quand même à ce problème, parce que la pauvreté, les conséquences de la pauvreté, ce sont des crises et ce sont des instabilités politiques. Donc il faut quand même trouver un mécanisme pour augmenter les filets sociaux, pour permettre à nos populations de ressentir tout ce que l'État met dans le social, et que le panier de la ménagère puisse quand même se porter mieux. Voilà, oui, voilà. Nous revenons à vous avec cette même interrogation, Isaac Adibadjaï. J'ai cru entendre un mouvancier, mais c'est félicitations. Mais pour vous dire, c'est la chute que je n'ai pas aimée. Parce qu'il y a une confusion à votre niveau et je vais essayer de vous éclairer. Ah bon. Oui. Et là, je serai obligé de parler terre à terre. Je ne vais pas parler le gros français, puisque les téléspectateurs nous regardent. Allez-y. Et je vous dis que le gouvernement fait du hautement social et le gouvernement fait en sorte que ces infractions, en réalité, une crise mondiale, c'est ce qu'il a dit, le Covid et puis après la guerre en Ukraine et tout ce qu'on sait, ce que je ne veux pas évoquer encore, ont directement une conséquence sur nos habitudes. Partout, dans tous les pays du monde entier. Le rapport l'a dit. Mais quand on prend le carburant à la pompe, c'est des milliards qui sont investis pour subventionner. Sinon, on n'aurait plus. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le gouvernement met pour que tout au moins, cela puisse se ressentir à 5 francs directement dans votre poche de moins. Donc, imaginez ce que ça va être, ce que ça coûte pour le gouvernement. Le gaz, le carburant, enfin, le pétrole sous différentes formes, gasoil et tout le reste. Il n'y a pas que ça. Vous avez parlé du panier de la ménagère. La santé, c'est le panier de la ménagère. Tout ce que le gouvernement met, les équipements médicaux, réinvestit dans votre santé directement pour vous donner un cadre adéquat, pour vous donner le soin qu'il faut. C'est très important. Il n'y a pas que ça. Les kits d'urgence, tout ce qu'on fait. Les plus indigents aujourd'hui, à travers l'assurance maladie universelle, je vais parler, il y a un programme particulier pour les indigents, les plus pauvres. Ils sont malades, ils vont à l'hôpital, on prend soin d'eux, parfois même les analyses inclus, les médicaments inclus. Et tout ça, ils ne sortent pas un franc. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, vous savez. Et ça fait partie du panier de la ménagère. Et il n'y a pas que ça. Nos enfants vont manger à l'école quand même aujourd'hui. La cantine scolaire. Même si à Cotonou... C'est des efforts du gouvernement. C'est des efforts du gouvernement. Non, mais tout ça, c'est des efforts du gouvernement. Il a reconnu aussi, votre vis-à-vis, il a reconnu que ce n'est pas seulement au plan national que nous assistons à ça. Mais il faut parler des efforts du gouvernement parce qu'il dit ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère de la dame qui est à l'intérieur du pays, qui doit donner de l'argent à son enfant pour manger matin, midi et soir, et que la mi-journée, le repas le plus important de la journée, a été pris en compte par le gouvernement. Mais vous pensez que quoi? C'est des milliards qui sont investis. La santé, où on doit prendre ses soins, ses analyses et acheter pour les indigents, c'est des milliards. Le carburant à la pompe, c'est des milliards. Ne dites pas que je parle des efforts du gouvernement. C'est tout ce que le gouvernement fait pour amoindrir, rendre souple la difficulté financière ou de vivre ensemble, enfin, le quotidien aux citoyens qui comptent. Moi, je ne parle pas des autres pays. Le rapport a parlé, le Bénin n'a pas été signé. La résilience aujourd'hui que les Béninois ont découle de l'effort que le gouvernement fait pour pouvoir satisfaire. Mais ça ne se voit pas. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Les routes, le maillage qui est en train d'être fait dans tout le pays, pour qu'on roule aussi facilement. Vous avez un véhicule. Mais l'entretien d'un véhicule, je sais ce que ça coûte. Les voies dégradées, vous savez un peu ce que c'est. Mais aujourd'hui, l'effort que le gouvernement fait, en essayant de nous donner des voies bitumées, des voies correctes, vous savez un peu ce que c'est. Le coût d'entretien de votre moto, vous le ressentez dans le panier de la ménagère, monsieur. La liste est longue, si vous voulez, on va faire la liste.
vous organisez une émission spéciale, Si vous m'invitez. C'est une question de temps, oui. Non, c'est une question de temps, je suis d'accord. Mais néanmoins, avec tout ce qu'il a eu à développer, il faudrait qu'on sache. Il a développé de façon globale. Le gouvernement, aujourd'hui, sur le programme macroéconomique, a réorienté autrement ces investissements dans tout ce que je viens d'énumérer. Donc, il est important de vous dire que le gouvernement béninois, le gouvernement du président Patrice Talon maîtrise l'inflation, maîtrise les coûts, maîtrise aujourd'hui le processus engagé par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on fait aujourd'hui moins d'importations que par le passé. C'est un programme du gouvernement. Il faut recadrer un peu les choses. Et le coût des intrants. Les gens achètent pratiquement les intrants à moitié prix aujourd'hui. Pour produire aujourd'hui et pour nourrir le citoyen. Ça, ce sont des efforts du gouvernement. Il faut le dire, il faut le marteler. Mais l'autosuffisance alimentaire, d'abord, commence par la production intérieure. Ce n'est pas par rapport aux importations qu'on calcule le taux par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut encourager le gouvernement dans tout ce qui est en train d'être fait et reconnaître que le Bénin, aujourd'hui, a un pays résilient et vit mieux que beaucoup de pays. Alors, Ruben Abadagan, est-ce que l'amélioration, disais-je, des conditions de vie doit être une affaire seulement mise sur le dos de l'État ou bien une affaire collective face à cette réalité aujourd'hui qui s'impose à nous, à l'échelle internationale? La première responsabilité, elle revient à l'État, dans sa politique. Je crois que mon frère Isaac, il est dans son rôle de défendre le gouvernement, mais je l'invite à un peu d'humilité parce que nous sommes en face des téléspectateurs et nous n'allons pas leur vendre un autre pays. Nous sommes au Bénin et nous avons tous constaté depuis quelques années qu'il y a une flambée au niveau des produits de grande consommation. Moi, je fais partie de ceux-là qui, à l'époque, lorsqu'il y a eu un audit sur l'ONASA qui a débouché à la suppression de l'ONASA, j'ai proposé, même sur votre plateau, que le gouvernement peut initier notre programme pour avoir des stocks stratégiques où, en période de soudure, le gouvernement peut, grâce à ces stocks-là, réguler les prix des produits de grande consommation. Ça a manqué. Et vous allez voir que depuis quelques années, depuis 2021, à chaque année, on nous annonce des budgets où le social occupe, le milliard. Mais les effets des mesures, lorsque nous prenons le projet Alafia, le projet Guessopé, il y a plusieurs mesures, programmes qui ont été mis en œuvre pour quand même un temps soit peu soulager nos populations. Il y a l'assurance maladie pour tous. J'ai eu à faire le débat là sur vos plateaux. Aujourd'hui, quel est le bilan? Combien de Béninois ont l'assurance maladie? Combien de Béninois combien de Béninois? Parce qu'il y a eu un délai. À vos militants il y a eu un délai d'1 an pour permettre aux privés et aux entreprises de l'État d'inciter leurs employés à souscrire à l'assurance maladie. Aujourd'hui, combien de Béninois en milieu urbain comme en milieu rural ont une assurance maladie? Il faut faire le bilan des décisions, des programmes qui ont été mis en œuvre pour soulager les Béninois. Parce que lorsque nous parlons de pauvreté, il faudrait répondre à cette question. Et il y a l'accès aux soins de santé à moins de coûts. Il y a l'accès à l'eau aujourd'hui. Vous n'avez pas l'eau? Quel est le taux de pénétration de l'accès à l'eau aujourd'hui? Voilà des bilans que nous sommes en fin de mandat. Voilà les bilans qu'il faut présenter au peuple. Et pour se projeter sur l'avenir. Parce qu'il ne faut pas occulter les choses. Aujourd'hui, les gens, le taux de pauvreté a augmenté parce que la vie coûte de plus en plus cher et l'inégalité sociale a provoqué que les pauvres demeurent pauvres. Et la fissure entre le riche et le pauvre ne fait que s'agrandir. Donc, il faut que la croissance, parce qu'il ne faut pas occulter, les chiffres sont là. La croissance du pays, nous avons une croissance de 7%, ce qui est en nette augmentation par rapport aux prévisions. 7,5. Alors, nous avons un taux d'inflation qui a baissé. Alors,
est-ce que la croissance, parce que lorsque nous parlons de la croissance, nous connaissons les secteurs qui amènent la croissance au Bénin. Est-ce que cette croissance-là permet de créer de l'emploi? Voilà des réflexions qu'il faut mener. Il ne faut pas être dans une autosuffisance. Il ne faut pas dire, oui, le gouvernement a pris des batteries de mesures et que ça suffit que les Béninois vivent bien. Je m'inscris en faux. Le problème d'inflation des produits de grande consommation demeure une réalité. Et il faudra quand même réfléchir ou, si possible, mettre en place des mécanismes pour intensifier, pour augmenter les mesures entrant dans le cadre du social, pour quand même soulager les populations les plus vulnérables. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rester à Cotonou, dans notre confort, pour dire non, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Nos populations souffrent et la question de l'inflation est une réalité, c'est une réalité au plan mondial. Il y a des conjonctures, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont occasionné ce problème. Alors, il faut apporter des solutions. Et parmi les solutions, il faut augmenter la production agricole. C'est déjà bien, le gouvernement donne de l'intrant aux paysans, subventionne les intrants pour stimuler et augmenter, je m'excuse, la production agricole. Il faut intensifier ça. Il faut permettre à ce que nous soyons quand même nous-mêmes autosuffisants sur nos besoins, les produits que nous avons l'habitude de consommer, pour que lorsqu'il y a des conjonctures à l'international, que ça ne puisse pas impacter notre pays. Et au-delà de ça, le SMIC aujourd'hui est à 50 000. Il y a une augmentation, une première augmentation, nous appelons de tous nos voeux à une deuxième augmentation du SMIC, parce qu'aujourd'hui, la Banque mondiale a relevé le seuil de pauvreté de 1 dollar à 3 dollars par jour, c'est-à-dire 1700 francs. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui moins de 1700 francs dans votre poche, vous êtes considéré comme pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Alors, Isaac Abibadjaï... il a fait tout ce qu'il a dit là, c'est de la politique. Vous allez... Non. Cette prise de parole, justement, je voulais vous rappeler que cette prise de parole vous permettra justement d'aller en même temps à la conclusion, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Il a fait de la politique et puis en plus beaucoup de démagogie. Je crois que le taux de couverture en eau aujourd'hui doit être entre 70 et 80%. Je n'ai pas exactement les chiffres. Monsieur peut s'informer, les téléspectateurs aussi peuvent faire les vérifications qu'il faut. Les Béninois se portent bien. Il n'a pas remis en cause, en tout cas, le pourcentage aujourd'hui. Il a juste fait allusion à cela pour dire que c'est des bilans qui devraient être présentés. Oui. Moi, je l'ai rappelé pour la bonne compréhension des téléspectateurs. Parce qu'à l'écouter, moi, je le comprends, mais les téléspectateurs, ce n'est pas évident. Allez-y, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand il passe de l'inflation sur les coûts de grande consommation, qu'est-ce que vous appelez grande consommation? Le riz qu'on envoie, le riz à 1500 qu'on envoie, le kilo, et le riz est produit quand même au Bénin. Mangez le riz béninois pour le moment. Et c'est de très bonne qualité. Il y a de l'huile rouge, il y a de l'huile d'arachide au Bénin. Mais en réalité, il faut encourager la consommation locale. Mais quand vous parlez de quelle inflation, inflation vous parlez? De quel prix de grande consommation vous parlez? La viande, le bœuf est tué quand même ici. Il y a 1 kilo, c'est vrai. La viande réservée à une certaine élite. Je peux comprendre aussi. Depuis toujours, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui. Mais si vous allez au supermarché pour aller manger de la viande ramenée de je ne sais où, mais qu'est-ce que vous voulez de quelle grande consommation on sera obligé, Isaac Abibadjaï. Alors, rapidement, nous sommes tous conscients aujourd'hui que la vie, le quotidien a un coût. Mais le quotidien aurait été beaucoup plus cher que ça si le gouvernement ne faisait rien. Et c'est parce que le gouvernement fait quelque chose que nous l'avons quand même accessiblement là, et que les institutions quand même de Bretton Woods, tout comme la Banque mondiale, nous décrètent quand même la satisfaction comme pays résilient. Nous devons quand même nous satisfaire et travailler mieux pour rebondir quand même. Merci Isaac Abibadjaï. Oui, on revient à vous, prendre-vous justement cette dernière intervention qui fait office de votre conclusion. Non, déjà, je remercie les téléspectateurs. Merci. Et de ma position, moi j'invite le gouvernement, nous sommes à la fin d'un mandat, d'intensifier les mesures entrant dans le cadre du social pour permettre à nos populations de vivre dignement. Et lorsque nous parlons de vivre dignement, c'est d'avoir accès 24 heures sur 24 heures à l'énergie électrique. C'est d'avoir accès 24 heures sur 24 heures à l'eau. C'est d'avoir accès à moins de coûts au centre de santé.
Et c'est de réduire les inégalités sociales au sein de notre population. Et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux, parce que le développement de notre pays passe par là. Et nous avons besoin de l'action sociale, parce que force est de constater que le taux de pauvreté est en nette augmentation. Ce n'est pas forcément que je suis un nihiliste. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement, mais il faut accroître les mesures, entrer dans le cadre social pour le bien de nos populations et surtout pour les plus vulnérables. Merci Ruben Abadagan. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin justement ce rendez-vous hebdomadaire chez vous, duel justement en ce studio. Isaac Habib Adjaï du parti Bloc républicain, il est de la mouvance présidentielle. En face de lui, Ruben Abadagan du parti Force Cori pour un Bénin émergent. Vous les avez donc suivis par ici sur la question de l'amnistie politique que peut vraiment la majorité face à cette proposition de l'opposition. Les avis ici ont été partagés, certains devis, accusations fondées aux réalités mondiales incontournables face à un seuil de pauvreté redéfini. Cette interrogation justement a eu ses propositions de réponse à travers les différentes prises de parole sur ce plateau. Dimanche, c'est politique, ce 15 juin 2025 se poursuit juste après nous. Maël Lawson prend donc le contrôle avec ses invités sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Portez-vous bien, très bonne suite de programme à vous. Au revoir.